Mélanie Lajoie, agente pour le service de police d'agglomération de Longueuil. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources. Avec plaisir. J'aimerais ça, Mélanie, dans un premier temps, que tu nous parles du rôle de policier communautaire qui maintenant fait partie de la section prévention action stratégique. C'est quoi, de façon générale, le rôle de police communautaire? Au niveau de l'agglomération, on est 14 agents et 2 sergents qui supervisent notre section. Okay. Le rôle des agents communautaires, on a chacun notre territoire physique bien défini. Il y a 3 volets à notre travail. Premièrement, la prévention dans les écoles, de la maternelle jusqu'aux écoles adultes, cégep, université. Si on a des demandes aussi, on peut aller faire des séances de prévention, d'information. Sur plein de sujets différents, on a des sujets qui sont déjà déterminés dépendamment du niveau d'âge. Exemple, pour les plus jeunes, maternelle, première année, c'est le théâtre de Fred. C'est une pièce de théâtre qui est faite par les policiers et qui explique qu'est-ce qu'un enfant doit faire s'il est abordé par un inconnu, comment un enfant doit répondre au téléphone s'il est laissé quelques minutes seul à la maison, si quelqu'un cogne à la porte, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est pour les plus jeunes. Il y a une initiation à l'intimidation pour les jeunes de 2e année, une cérémonie d'assermentation. C'est une histoire qu'on leur raconte pour leur faire comprendre qu'est-ce que l'intimidation. 3e, 4e année, c'est sécurité à vélo. Donc les comportements sécuritaires à avoir lorsqu'on est en vélo. 5e année, sécurité sur Internet. Les comportements sécuritaires à avoir sur Internet. 6e année, on fait un retour sur l'intimidation. Et au secondaire, il y a aussi des sujets là, qui sont prédéterminés, mais on est quand même très volubile sur les demandes. Si jamais, à un niveau quelconque, il y a une problématique, on va s'adapter et on va leur offrir ce que ce niveau-là a besoin finalement. Donc ça, c'est le premier volet. 2e volet, c'est les dossiers sociaux. Les agents qui répondent aux appels du 911, quand ça fait plusieurs fois qu'ils se rendent au même endroit et qu'ils se rendent compte qu'ils ont mis lors de leur intervention, ils ont réglé le problème pour aujourd'hui, mais qu'ils savent que demain, le problème va revenir et que ça fait plusieurs fois que c'est comme ça, peuvent nous envoyer le dossier pour dire « Est-ce que tu penses que tu es capable de faire quelque chose là-dedans pour qu'on arrête d'y aller de façon récurrente? » On prend ces dossiers-là et on regarde avec les organismes communautaires, avec les hôpitaux, avec les voisins, avec toute ressource, avec la famille, avec toute ressource, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous avoir moins d'appels, mais pas juste pour se débarrasser, pour essayer que ça soit une solution viable pour tout le monde. Donc ça, c'est la 2e chose, et on a plein de dossiers d'ordre différents et de plus en plus de santé mentale là-dedans. Je veux pas te couper, mais en même temps, je vois le lien direct avec la prévention de l'itinérance parce que effectivement, en intervenant, en tentant de trouver une solution, on évite peut-être que la personne se retrouve à se faire expulser, puis fait qu'on est directement en prévention de l'itinérance. Oui, effectivement. Je vais y revenir après, là, mais troisième volet qu'on a, parce que je disais qu'on avait 3 volets dans le cadre de tout ce qu'on a à faire. 3e volet, c'est le rapprochement avec la population. Donc, quand il y a des fêtes de quartier, quand il y a des événements publics, des kiosques dans les centres d'achat, des choses comme ça, c'est nous qui va là. Pourquoi? Parce qu'un agent qui répond au 911, pas parce qu'il veut pas, mais il est moins disponible à la population, il peut aller se promener dans un parc une fois de temps en temps, mais s'il y a un appel, il faut qu'il se dépêche puis qu'il aille répondre à son appel. Donc, moins de possibilités d'être accessible à la population. Nous, on ne répond plus aux appels du 911. S'il y a un appel, oui, on peut, de notre propre chef, si on n'est pas loin, si on peut aller aider, mais on n'aura pas d'appel qui va nous être réparti, de dire « c'est ton appel, tu dois y aller ». Donc, on peut aller aider, mais on n'aura pas d'appels qui nous sont assignés comme ça. Vous avez plus de disponibilité pour être en relation avec la population. Oui, bien, on s'occupe de faire notre horaire, notre agenda. Donc, quand on a des demandes, on prend des rendez-vous et on est disponible pour cette activité-là ou cette chose-là à ce moment-là. Pour revenir à des interventions de prévention, c'est ouais, ça, tu as peut-être des exemples aussi dans ce niveau-là? J'ai 2 exemples vraiment en lien avec la prévention de l'itinérance. Premièrement, il n'y a pas si longtemps,
je suis allée dans un de mes dossiers intervenir et j'en avais déjà parlé à une personne qui travaille au réseau d'habitation, lui mentionnant, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner, on n'est pas rentré chez la personne, par contre, je crois vraiment qu'elle va être en détresse et qu'on va devoir l'évacuer. Mais je ne le sais pas encore, je ne l'ai pas vu. C'était juste une première approche qui était faite pour dire, attendez-vous que ça s'en vient. La journée de l'intervention est arrivée et sur le champ, la personne a été évincée de son domicile et le réseau a été appelé pour dire finalement, c'est ce qu'on pensait. Monsieur va être évacué, va être localisé pour 3 jours avec la Croix-Rouge à tel endroit. Vous avez 3 jours pour essayer de trouver un endroit plus adéquat pour aider monsieur finalement. Dans ce cas-là, c'est un cas d'accumulation compulsive ou de syndrome Diogène. Probablement, le logement était devenu soit insalubre ou des questions de dangerosité au niveau des incendies. Dans ce cas-ci, c'était pas de l'accumulation de temps, c'était de l'insalubrité. C'est une maison qui n'avait pas eu d'entretien depuis nombre d'années et qui a été considéré comme étant un bâtiment dangereux. Ouais. Donc, la personne ne pouvait plus demeurer là, ne pouvait plus dormir là, peut faire des travaux, peut retourner chercher des effets, Ouais. mais ne peut pas rester là parce qu'il y a un risque d'effondrement, parce qu'il y a une structure qui est instable. Et tant qu'on n'a pas visité, tant qu'on ne sait pas la situation, on peut pas intervenir. Mais à partir du moment où quelqu'un fait une dénonciation, la ville se doit d'aller voir et d'intervenir. Ce qui mène à... on voulait parler un petit peu de syndrome de Diogène, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait comme intervention. Il y a quelques années, il est arrivé 2 événements majeurs. Un, plus particulièrement, là, qui a fait que là, on s'est dit, là, il faut trouver une solution, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cas-là. C'est le cas d'une dame qui a appelé en plein hiver parce que son mari et sa mère étaient gravement malades. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ne pouvaient pas entrer avec la civière dans la maison, trop d'encombrement, vraiment un milieu très, très difficile. Et finalement, il y a eu des décès dans ce dossier-là. Donc là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Quand on est au courant qu'il y a un dossier comme ça, avant on ne l'était pas, mais là, à partir de là, on l'est. Qu'est-ce qu'on fait avec la dame qui demeure en vie? Est-ce qu'on la retourne chez elle? Est-ce qu'on trouve que ça a du bon sens? Et là, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on avait comme réglementation. Si la personne ne veut pas s'aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un comité qui s'est créé pour qu'on puisse évaluer ça, toute la réglementation au niveau de l'urbanisme, au niveau des incendies et au niveau de la police. Mais au niveau de la police, on n'a pas de règlement pour intervenir là-dessus. Donc, notre rôle, c'est quoi? C'est de s'assurer que quand il y a une intervention qui est faite, et par l'urbanisme et par les incendies, que tout le monde est en sécurité. Donc, quand il y a une dénonciation qui est faite, nous, on vérifie à l'adresse, est-ce qu'on a des informations sur cette adresse-là, sur les résidents? Est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'il y a une santé mentale précaire ou est-ce qu'on a des appels de violence? Si c'est le cas, on va se présenter avec l'urbanisme et les incendies. Si c'est pas le cas, ben on va dire, nous, on n'a pas d'informations, il n'y a pas lieu de croire que si des intervenants vont là, il peut y avoir un danger. Donc, dans ces cas-là, ils se présentent seuls. Quand on n'est pas certain, on va se présenter. Ça se peut qu'on se présente juste une fois si ça se passe très bien. Il y a un autre rendez-vous qui va être donné plus tard et possiblement que nous, on ne se présentera pas. Donc, c'est notre rôle dans ces dossiers-là. C'est là où je trouve que prend tout le sens de votre service parce que étant déjà dans la communauté, étant disponible, étant déjà sur différents lieux de concertation, ben vous êtes habitué de travailler avec les différents acteurs, puis ça permet une meilleure organisation aussi, ce comité-là, Diogène, je pense qu'il améliore justement l'intervention collective, puis vous en faites partie comme service de police, puis et c'est tant mieux. Fait que c'est un bon exemple. Ce comité-là a beaucoup évolué. Au départ, on était à essayer de structurer comment on pouvait intervenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est comment on est intervenu. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Est-ce que c'est une mauvaise façon de faire? Puis la prochaine fois, comment on peut faire mieux? Ouais. C'est rendu ça, notre comité. Ouais. Peut-être rappeler les membres du comité? Les hôpitaux. Pierre Boucher, Charlemagne, réseau d'habitation chez soi, les services d'urbanisme des différentes villes, la ville-centre et les villes défusionnées, le curateur public, parce que souvent on a des personnes qui sont vulnérables, donc qui sont
leurs choses sont gérées par le curateur, ce qui facilite nos interventions, en fait, quand c'est le cas. Peut-être qu'il y a d'autres membres. Il m'en vient pas d'autres. Mais c'est les principaux acteurs impliqués, puis je pense que on sent que autant de votre part que des autres acteurs qu'on vise justement à mieux intervenir, puis ça c'est tant mieux. Y a-t-il d'autres exemples d'intervention qui viennent par rapport qui peuvent être en lien avec la prévention de la perte de logement? Oui, en fait, j'ai un autre cas où le réseau n'a pas été appelé, et il y a une bonne raison pour ça. C'est une dame, il y a eu un appel au 911 au départ, une dame en détresse, et quelqu'un s'inquiète pour une dame, les policiers se rendent là, réussissent à parler à la dame, ne sont pas capables de dire qu'il y a un danger immédiat pour cette personne-là, on doit la sortir de là, mais ils sont très inquiets, tellement inquiets qu'ils sont retournés le lendemain, sont retournés l'autre journée d'après, juste pour voir si la dame répondait aux questions, s'il était orienté. Et là, n'étant pas convaincu de ça, mais n'étant pas capable non plus de dire qu'il y avait un danger imminent, sont venus porter à notre bureau ce dossier-là en disant « Celui-là, là, regardez-le, c'est urgent ». En général, on n'a pas de dossier urgent. Nous, on reçoit des dossiers, appels récurrents, il y a une problématique, mais c'est pas urgent. Là, la personne vient, elle dit c'est urgent, il faudrait vraiment regarder ça rapidement. La personne risque d'être évincée de son logement. On regarde le dossier, on est le 30 juin, risque de perdre son logement le 1er juillet. Ouais, OK, on va aller la voir, on va voir ce qu'on peut faire. Finalement, on a fait des démarches avec le propriétaire. On comprend très bien que si la personne ne paye pas son logement depuis plusieurs mois, le propriétaire n'est pas là pour avoir des locataires. C'est ça, avoir des locataires à ses dépens. Par contre, la dame semble pas dans son état normal, a plein de problématiques. Donc, pendant 3 jours, nous aussi, on est allés la voir parce qu'on n'était pas capable de dire non plus, demain matin, là, si on la laisse là, cette personne-là va décéder. On ne pouvait pas dire ça. Donc, on est allé la voir. Après plusieurs jours, on sait qu'elle est suivie par un psychiatre, mais qu'elle ne va pas à ses rendez-vous. On contacte le psychiatre, on lui dit, nous, là, on est vraiment inquiets pour cette dame-là. Mais de dire qu'il y a un danger imminent, on n'est pas capable, mais on est très inquiet. On pense que vous devriez peut-être être inquiet pour elle, et si vous nous donnez l'autorisation d'aller la chercher, que vous voulez la voir, on va aller vous la chercher, on va vous l'emmener. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est pas de cette façon-là qu'on procède normalement. On va chercher une ordonnance d'évaluation psychiatrique devant un juge, et là, sachant qu'elle était déjà suivie, sachant qu'un psychiatre la connaissait déjà, on a procédé autrement. Cette dame-là est rentrée à l'hôpital au mois de juillet, et il y est toujours. Donc, on pense qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin, et c'était pas hors de notre champ de compétences. En fait, on n'était pas capable de prouver qu'on pouvait l'emmener de force. Donc, finalement, c'est ça, on n'était pas dans une application de la loi qui permet d'intervenir pour protéger le monde, mais vous étiez quand même dans une intervention visant, je dirais, à prévenir la détresse. Puis c'est là où, je dirais, vu de mon point de vue comme partenaire communautaire, c'est là où vous avez un rôle aussi important que les différents acteurs dans la prévention. Oui, le service de police a sa mission spécifique et ses objectifs, mais avec ce partenariat-là, avec ce travail collectif-là, vous devenez des yeux aussi dans la communauté. Puis même s'il n'y a pas à appliquer une loi quelconque, vous faites partie de la solution, puis ça, c'est le fun. En fait, le premier objectif du service de police, que ce soit celui de Longueuil ou que ce soit n'importe où, servir et protéger, c'est la première mission. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, même quand il n'y a pas quelque chose de criminel qui s'est passé. Et on a accès à des informations que la population en général n'a pas et que les organismes n'ont pas non plus. Ce qui vous permet ce qui vous permet d'intervenir, d'avoir accès à des outils de soutien qui sont intéressants. Peut-être nous parler, Mélanie, du développement des RIC et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les RIC, nous expliquer c'est quoi ce périmètre-là. Ça veut dire répondant à l'intervention de crise. Donc, c'est des agents qui se sont montrés intéressés à avoir une formation spécifique lorsqu'il y a des interventions à faire avec des personnes en crise. Formation quand même assez longue, là, je crois que c'est 2 semaines, je suis pas sûre, mais je crois que c'est 2 semaines intensives. Et
C'est quoi leur rôle à ces agents-là? Il y en a 2 par équipe en principe. C'était le souhait qu'il y en ait 2 par équipe. Il y a des équipes qui en ont juste un, mais en tout cas, idéalement 2 par équipe. Ça ne veut pas dire que s'il y a un appel au 911 d'une personne en crise, que c'est 7 ou 16 agents-là qui vont y aller. On fonctionne pour la réponse aux appels par territoire, donc par secteur. Chacun a son secteur. Par contre, s'il y a un appel qui rentre d'une personne en crise, si l'agent Rick est disponible, c'est possible qu'il vienne en assistance. Okay. C'est pas lui qui va prendre charge de l'appel, c'est la personne que c'est son secteur qui a reçu l'appel. Par contre, il peut être là en support pour donner des conseils si l'intervention est difficile, si la personne a besoin de support, si elle a besoin de conseils, l'agent Rick va être là pour ça. Donc, c'est de se munir d'outils différents, d'outils innovateurs pour essayer que les interventions se passent le mieux possible. C'est pas magique, mais plus on a d'outils, plus on a d'expérience, mieux les interventions risquent de se passer. Ouais, pour avoir, tu pourras me corriger, parce que c'est vous autres les spécialistes, mais pour avoir assisté aux présentations de cette nouvelle équipe-là, ce que j'ai compris, c'est que, premièrement, ils ont été formés en collaboration avec le service de police de Montréal, qui avait une expertise et une longue histoire d'intervention dans les situations de crise avec la plupart du temps des problèmes de santé mentale. Donc, ils ont été formés là. Et, en tout cas, ma perception, c'est qu'il y a vraiment un désir d'intervenir le mieux possible. Moi, c'est comme ça que je dis ça du service de police. Il y a une volonté de se doter d'outils pour intervenir le mieux possible dans ces situations-là où c'est pas nécessairement une question d'appliquer la loi, mais c'est une question de servir et protéger. Fait que c'est un peu ma perception de ces équipes-là, puis j'ai trouvé ça vraiment génial de sentir que justement le service de police est préoccupé. Et puis c'était vraiment, j'ose le dire, c'était vraiment touchant cette présentation-là, de voir votre gang, de voir le service de police fier de ce développement-là, puis puis on le sentait, là, vraiment, le servir et protéger, c'était au cœur de cette présentation-là, puis c'était bien le fun. Puis en fait, servir et protéger, là, c'est pas seulement la personne sur qui on veut faire l'intervention, c'est toutes les personnes autour aussi qui sont peut-être en danger et qui ne le savent même pas. C'est la communauté. C'est ça. C'est très, très le fun. Peut-être nous parler aussi de ta participation, de la participation du service de police à la table itinérance Rive-Sud. C'est quoi un petit peu les objectifs d'être présent dans ce lieu-là plus particulièrement? Bien, je suis à la table itinérance, je suis à d'autres tables aussi, et d'autres agents à la prévention sont présents sur d'autres tables également. L'objectif quand on participe à des tables est toujours relativement le même, c'est d'avoir des bonnes relations avec le plus d'organismes possible, de connaître les organismes, de connaître qu'est-ce qu'ils font, parce que je parlais tantôt des dossiers sociaux, la solution, elle vient pas juste de nous. Si on connaît qui peut nous aider autour, qui appeler quand on a une problématique, c'est toujours plus facile. Et de connaître les gens, ça aussi, ça rend les interventions beaucoup plus faciles. Quand on appelle quelque part, quand on connaît la personne, la communication est toujours beaucoup plus facile et on a de la difficulté, mais quelque chose qui revient très, très souvent, c'est pas le phénomène, mais la problématique de la confidentialité pour tout le monde, et pour les organismes communautaires, et pour nous, et pour les hôpitaux. Sauf que quand on se connaît, on finit par savoir, OK, ben moi, là, personnellement, au niveau de la police, quand c'est pas pour nuire à quelqu'un, quand c'est pas pour l'accuser de quelque chose, quand c'est... Quelqu'un va me poser une question, puis je peux dire, ben oui, je connais cette personne-là pour différentes raisons, mais je n'irai pas vous dire, elle a un dossier de voie de fait, elle a un dossier de ci, elle a un dossier de ça. C'est pas pertinent, c'est pas nécessaire. Même chose quand nous, on appelle dans les hôpitaux. J'ai pas besoin de savoir que la personne a un diagnostic de schizophrénie ou de... C'est pas important pour moi. C'est est-ce que vous connaissez cette personne-là? Si oui, OK, moi j'ai de l'information, je pense que cette personne-là va pas bien ces temps-ci. C'est de se parler sans briser la confidentialité, mais ça rend les choses plus faciles quand on se connaît, parce que quand on se connaît pas, on arrive souvent à une attitude très, très fermée. Je peux pas vous dire ça, c'est confidentiel. Je peux pas vous le dire, c'est confidentiel. Plus on se connaît, plus on connaît les façons d'intervenir,
plus on réussit à se parler, puis plus c'est efficace. Ouais, exactement. C'est vraiment de collaborer et, comme tu as dit, on n'a pas besoin d'enfreindre les règles de confidentialité pour être capable de collectivement avoir une intervention qui est la plus aidante possible. Puis justement, le fait de se côtoyer, ben c'est ça, ça facilite grandement le travail collectif parce que on est capable de dire hey Mélanie, hey André, hey Sophie, Marco, êtes-vous au courant que fait que je trouve ça bien intéressant. Et un autre aspect aussi que je me rappelle de votre travail de collaboration avec la table d'itinérance Rive-Sud. Je sais qu'à un moment donné, le service de police, dans le cadre de vos formations, vos journées de formation, vous avez aussi invité la gang de la table pour justement recevoir un petit peu plus de sensibilisation sur cette problématique-là. Fait qu'on sent vraiment, parce que moi je sens beaucoup ce désir de mieux travailler ensemble, puis c'est bien tant mieux. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. L'intervieweur est content. Peut-être aussi, plus qu'on parle du travail ensemble, y a-t-il des aspects du travail collectif où, toi personnellement, ou dans vos équipes, vous vous dites, ben peut-être qu'on pourrait être encore meilleur, peut-être qu'on pourrait améliorer certains aspects? Ben, en fait, c'est fait un peu au niveau des tables. Quand un organisme présente ce qu'il fait, ça aide toujours de mieux connaître les services de chacun. Et ce qui est difficile, mais qui est toujours à recommencer, c'est quand il y a du changement de personnel. Je disais tantôt, quand on connaît l'organisme, mais quand on connaît notre interlocuteur, c'est toujours plus facile. Fait que quand il y a des changements au niveau du personnel, de connaître les nouvelles personnes, ça peut être une embûche. Mais c'est juste de travailler plus fort pour dire ah ben là ça a changé, fait que je vais continuer. Et d'en parler aussi, je disais tantôt, moi je vais sur diverses tables, mes collègues vont sur d'autres tables que moi je connais moins. On a des rencontres à chaque semaine, puis on s'en parle un peu, mais c'est comme pas le centre de nos rencontres. Donc nous, quand on est en équipe, là, on pose des questions sur ah ben là j'ai telle problématique, y a-tu quelqu'un qui connaît un organisme, y a-tu quelqu'un qui. Fait que ça, c'est une façon de s'aider entre nous, là. Puis on essaie d'être présent justement sur le plus de concertation possible pour connaître le plus d'organismes, plus d'aide, d'avoir le plus d'aide possible finalement. Fait que t'es-tu en train de dire que, je dirais, améliorer ou à s'assurer de faire vraiment le lien de communication entre les différentes équipes, puis s'il y a des roulements au niveau des équipes, ben, s'assurer que entre partenaires, l'information qui est possédée, ben, on la transmet à notre gang, on s'assure que tout le monde est au courant. Puis le mieux possible. La communication, c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas toujours facile. Oui, c'est ça. C'est donc un petit point à avoir en tête au niveau du travail collectif. Ben écoute, Mélanie, moi ça fait le tour des questions qu'on souhaitait vous poser. Fait que je te dis un gros merci. Ça me fait plaisir. Au plaisir.